Bonjour, dans cette vidéo, on clarifie ce dont on parle quand on parle d'organisation agile et de nouvelles formes d'organisation. Cette vidéo est issue d'une discussion que j'ai eue avec David Mathey-Doré. Il se présente dans la vidéo ici. On a abordé beaucoup de sujets autour de l'agilité, du changement dans les organisations et de la place de l'humain dans les organisations. La conversation, je l'ai découpée en plusieurs différentes vidéos selon les sujets qu'on traite. Vous retrouverez les liens vers les autres vidéos de cette discussion dans ma playlist Interview, qui doit apparaître ici, et aussi dans les notes de la discussion, ici en dessous, où vous retrouverez aussi les liens utiles pour en savoir plus sur David Mathey-Doré et son approche. Comme ça ? Ouais, plus comme ça, ouais. Ouais, alors, j'avais pris contact avec toi parce que j'avais lu le dossier dans HR Today là, sur les nouvelles formes d'organisation, et puis c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'ai envie de connaître, de comprendre un peu mieux de quoi il s'agit, et puis tu as aussi toute une approche qui va au-delà de la simple organisation agile et puis des organisations plus plates et tout ça. Donc je trouve ça très intéressant aussi. Alors peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on entend par organisation agile ou nouvelle forme d'organisation, ces sujets qu'il y avait dans le dossier de HR Today, et puis ce qui t'intéresse en particulier. Et après, en fait, nous décrire comment tu es arrivé à ça, en fait, à t'intéresser à ces choses-là. Alors, c'est vrai que par rapport à cette approche, il y a tout un vocabulaire, et le choix du vocabulaire est assez important. Maintenant, dans le collectif dans lequel je suis actif, qui est Paradigme 21, on utilise les mots gouvernance distribuée, oui, qui permettent de souligner à la fois, en effet, on traite de la gouvernance, c'est-à-dire vraiment d'une approche qui est systémique sur leur organisation, et distribuée, c'est essentiellement par rapport à l'autorité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une autorité qui vient du haut vers le bas ou des choses qui sont purement horizontales. Il y a vraiment une distribution de l'autorité en fonction des compétences et des rôles qu'ont les différentes personnes dans les organisations. Et moi, j'en suis arrivé à là parce que j'ai vécu cette expérience moi-même comme directeur d'une organisation. Donc précédemment au niveau professionnel, j'étais dans des postes de direction dans des ONG internationales à Genève. Et dans la dernière dans laquelle j'ai été actif à partir de 2014, qui est également le moment où il y a le fameux livre de Frédéric Laloux qui est sorti, Reinventing Organization. Une coach me l'a fait lire, ça m'a inspiré et j'ai décidé d'expérimenter directement dans l'organisation dans laquelle j'étais. C'est une expérimentation longue sur 4 ans, avec bien sûr des succès, des échecs. Et c'est vraiment sur cette expérience-là que j'ai décidé ensuite que ce serait ma prochaine étape professionnelle et que je suis arrivé dans le monde de la consultance en gouvernance distribuée. D'accord, donc ça t'a particulièrement inspiré, les échecs aussi Après, oui, c'est des systèmes auxquels on n'est pas du tout habitué, et même si on pense avoir l'état d'esprit qu'il faut, la philosophie, les valeurs qui vont derrière, c'est vraiment des méthodes de faire, d'interagir entre les personnes qui sortent vraiment de tous les cadres professionnels, aussi bien qu'on soit dans une structure qui est a priori assez classique et très hiérarchique comme le secteur bancaire, les multinationales, ou dans des secteurs non lucratifs qui a priori on imagine seraient plus favorables à ça, mais en fait absolument pas. C'est vraiment des apprentissages, des expériences à faire par chacun, aussi beaucoup de questions de confiance en soi, de confiance en les autres, pour pouvoir vraiment réussir à mettre tout ceci en place. Donc c'est forcément un processus, c'est pas du jour au lendemain on décrète qu'on adopte une nouvelle approche et que tout fonctionne. Oui. C'est vraiment des expériences, voir où sont les priorités, voir qu'est-ce qu'on doit faire évoluer en premier et essayer. Et par les échecs, succès, on sait qu'est-ce qui est pertinent pour l'organisation dans laquelle on se trouve et qu'est-ce qui l'est moins.
D'accord. Tu disais, c'est pas une question de type, de secteur d'activité en fait. Ça s'applique aussi bien pour, ça peut s'appliquer aussi bien pour une banque qu'une ONG, et même l'ONG ou l'organisation associative n'a pas particulièrement d'avantage par rapport à ça? Non, en effet. Alors c'est vrai que nous, on voit les clients qu'on accompagne dans Paradigme 21, ça va du secteur public dans les cantons ou dans les communes, à des grosses entreprises privées, à des PME, à des associations, petites ou grandes. Donc il y a vraiment tout le monde qui est concerné par cette réflexion maintenant. Il y a des secteurs où ça va un petit peu plus vite que d'autres, mais globalement c'est vraiment une prise de conscience qui a lieu maintenant. Et on note particulièrement quand il y a des nouvelles directions qui rentrent en jeu, peut-être une génération un petit peu plus jeune, dans les 40 ans, qui arrive à la direction, il y a cette question qui se pose souvent. Cette question donc d'amener une gouvernance distribuée, d'aller plutôt vers un modèle comme ça? Amener un modèle où le directeur, CEO, etc., c'est pas Dieu le Père qui sait tout et qui peut tout décider, mais vraiment faire en sorte que ce soit mieux réparti, à la fois pour vraiment des réflexions sur l'efficacité, l'efficience, mais aussi parce que les dirigeants ont également cette conscience que leur fonction de dirigeant ne doit pas être 100% de leur vie. Et qu'il faut aussi qu'ils se laissent de l'espace pour d'autres choses. Il y a ça aussi, ouais. Et au-delà de ça, qu'est-ce qui motive en fait, qu'est-ce qui motiverait plutôt une organisation, enfin une entreprise privée à adopter un modèle comme ça, et puis de l'autre côté une organisation associative, il y a des motivations différentes Alors les motivations elles peuvent être différentes, mais pour moi c'est pas très clair. Dans le secteur privé, c'est ces motivations-là. Dans le secteur non lucratif ou public, c'en est d'autres. Il y a, je crois, quelque chose qui est partagé par tout le monde. C'est toutes les problématiques de ressources humaines, de conserver le personnel, l'impliquer, faire en sorte que les gens se sentent bien au travail. Éviter tout ce qui est absentéisme ou l'autre extrême qui sont les burn-out. Donc vraiment cette considération RH. Et après il y a aussi une considération sur les performances. Et je crois qu'à l'heure actuelle il y a vraiment la notion de performance qui s'élargit. On ne regarde pas que la performance économique, que les chiffres ou que les objectifs qu'on atteint. C'est une approche qui est un petit peu plus globale, à la fois sur des facteurs humains, mais également sur ce grand thème à la mode qui est l'agilité. Cette capacité à se réorganiser, à s'adapter à l'environnement dans lequel on se trouve et pouvoir réagir beaucoup plus rapidement face aux changements qui sont importants dans notre société à l'heure actuelle. Et qu'on vient de vivre en plus avec la crise du coronavirus. Là, on a vu vraiment que c'était un besoin impérieux pour fonctionner correctement. D'accord. Et j'ai toujours un peu l'impression que c'est des choses qui sont dures à mesurer en fait. Il y a d'autres domaines, la finance où 1 plus 1 ça fait 2 et puis un budget on attend. Si on dépense plus, là on est dans la merde. Si on dépense la moitié, il reste encore une grosse partie à dépenser. Là, comment est-ce qu'on peut mesurer ou quels sont les indicateurs qui peuvent montrer qu'on va dans la bonne direction et puis aussi quelle est la direction en fait? Est-ce qu'on peut fixer quelque chose de précis ou est-ce que c'est plus quelque chose d'itératif où on adopte des principes et puis on va vers quelque chose qui va prendre forme de lui-même en fait? Alors nous, à Paradigme 21, on propose une approche qui est plutôt itérative. Il y a d'autres approches qui sont radicales, c'est-à-dire où vraiment on met en place un système directement.
Après, en termes d'indicateurs, c'est clair qu'il ne faut pas s'attendre à avoir des fameux KPI sur la gouvernance distribuée. Ça marche pas comme ça. Moi, quand je fais des accompagnements dans les organisations, ce que je vois avec le temps qui passe quand on commence à rentrer dans ce mode-là, c'est d'une part des vrais questionnements sur la façon de fonctionner. Comment on travaille ensemble, qui prend quelle décision, qu'est-ce qu'on fait dans les réunions. Donc vraiment, voilà, un petit peu donner la confiance et la capacité à chaque personne active dans l'organisation de questionner la pertinence de ce qui est fait, son efficacité, les résultats qu'on obtient avec ça. Et également faire en sorte que il n'y ait plus de cloisonnement entre les différents échelons, les différents services. Si on a une question à poser, on la pose. Et voilà, il y a 2 semaines, j'ai eu un très bel exemple où dans une organisation que j'accompagne, c'est une stagiaire qui est venue faire une proposition au CEO par rapport à des façons de faire en réunion qui lui convenaient pas. Alors qu'on arrive à faire tomber justement toutes ces barrières psychologiques de hiérarchie, voilà, est-ce que vraiment moi j'ai la pertinence de faire ça ou pas, là ça montre pour moi qu'on est sur le chemin. Ouais. Peut-être juste pour savoir si on parle vraiment de la même chose ou replacer un petit peu les choses. Moi, ce que j'entends par ça, c'est de mettre l'humain vraiment au centre de l'organisation, d'avoir une grande considération pour l'être humain, parce que voilà, il y a plein de choses, il y a les ordinateurs, ça fonctionne de manière systématique, c'est clair. L'être humain a un fonctionnement beaucoup plus complexe. On est tous très similaires, mais en même temps très différents les uns des autres. Donc il y a ce que je comprends en fait, c'est de prendre de plus en plus en compte cette différence entre les individus, ce caractère unique en fait des individus. Et puis, est-ce que c'est de ça qu'on parle quand on parle de gouvernance distribuée ou de nouvelles formes d'organisation? Quelle est la part de la considération de l'être humain en tant que tel en fait? Alors, pour moi, c'est clair que c'est une dimension qui devient importante, c'est peut-être plus importante qu'avant, de vraiment voir qui fait quoi, si les personnes sont bien à leur place dans les différents rôles qu'elles ont dans leur organisation. Mais néanmoins, c'est pas uniquement ça. Et ça, souvent, quand on approche ou qu'on discute voilà, dans les organisations patronales, etc., on entend souvent ce fameux argument « Ah mais vous êtes des bisounours, vous n'êtes pas conscients des challenges qu'on a comme entreprise et tout ». Et là, vraiment, par rapport à ça, on s'inscrit en faux. Et il commence à y avoir des recherches qui le prouvent, qui démontrent que très largement, les organisations qui font ce choix d'aller vers la gouvernance distribuée, soit leur performance reste au même niveau, soit elles augmentent un peu en moyenne de 10 à 15%. Ouais. Donc il y a vraiment aussi une considération de la performance qui est très important. Également par d'autres expériences chez des clients. On a par exemple un exemple où c'est une petite PME de 30 personnes qui marche très très bien et dont les dirigeants en fait pensent à la revente et au-delà de justement fonctionner différemment parce qu'on met face à des générations qui ont d'autres attentes, faire en sorte qu'il y ait plus de fluidité, plus d'agilité. Une des dimensions qui est importante pour eux, c'est quand on va vendre son entreprise, la première question que posent les éventuels acheteurs, c'est comment cette entreprise va se passer de vous. Parce qu'a priori, les premiers qui vont partir, ça va être les CEO. Donc également, cette approche de gouvernance distribuée, c'est également un moyen pour faire en sorte que
plus personne ne soit absolument indispensable au fonctionnement, que vraiment l'organisation arrive à fonctionner par elle-même. Et quand il y a une personne qui disparaît, on peut redistribuer les rôles beaucoup plus facilement en fonction des compétences et des envies. Donc oui, l'humain a une part importante parce qu'on le considère, c'est une des dimensions très importantes dans cette approche, mais il y a aussi toute une série d'autres dimensions qui sont considérées. Et au final, voilà, pour moi, c'est simplement une étape vers un fonctionnement qui correspond plus à nos attentes en 2020. Comment fonctionne le monde, qu'est-ce qu'on attend dans ces interactions au quotidien, également l'amener dans le domaine des organisations et pas être sur des schémas qui datent du début du XXe siècle. Oui, tout à fait. Tu parlais que les potentiels acheteurs d'une entreprise, une des premières questions qu'ils ont, c'est qu'est-ce qu'on va faire de vous, la direction en fait. Ouais, la première question, c'est comment l'entreprise se passe de vous. À l'heure actuelle, comment est-ce que vous pouvez nous garantir que si on rachète votre entreprise, elle fonctionnera sans que vous soyez là. Ouais. Donc voilà, souligne bien le fait que justement, si on a avec une entreprise qui est agile, voilà, n'importe qui peut tout d'un coup disparaître un peu du jour au lendemain et ça continue de fonctionner. Voilà. Et puis peut-être sur des exemples moins extrêmes, une autre organisation que j'accompagne en ce moment, simplement la directrice qui va partir en congé maternité long pendant peut-être 6-7 mois. Oui. Et, en faisant justement toute cette approche, ils sont aperçus que de 1, ils n'ont pas besoin d'embaucher quelqu'un en remplacement. Ils font simplement des choix sur qu'est-ce qui doit être continué, maintenu et qu'est-ce qui peut être mis en pause pendant cette période-là. Et ensuite, les choses se redistribuent sur les collaborateurs qui sont déjà présents. Si vous avez une question à nous poser, à David ou à moi, suite à cette discussion, eh bien, notez-la dans les commentaires et on se fera un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Likez-la, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. J'ai beaucoup de plaisir à réaliser ces vidéos et chaque nouvel abonné, c'est un réel encouragement pour moi. Merci. Passez une très bonne journée. À très bientôt.